Mais elle a la tête dure puis la fibre entrepreneuriale, la jeune Victoire. C'est pas parce que c'est un milieu majoritairement composé de monsieur puis que tout le monde est contre elle qu'elle va pas foncer tête première dans ce défi-là. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Victoire Dussault est restée longtemps dans l'ombre. Puis ça me fait tout drôle de penser que ses propres pas à elle ont été effacés de la marche de l'histoire du Québec, mais qu'elle est derrière la création d'une coupe de bottines puis de souliers portés par de nombreuses personnes au Québec, au Canada et même partout dans le monde. Même s'il y a un film qui est paru il y a de ça quelques années, film dans lequel on a préféré parler de ses romances de jeunesse plutôt que de ses réalisations incroyables, même si une série de romans historique sur elle a paru à la fin des années 90, début 2000, excellent roman d'ailleurs de Pauline Guil, l'histoire de la cordonnière d'Yamachiche est restée dans les archives familiales. Il n'y a pas de rue à son nom à Yamachiche, ni dans la MRC de Masquinongé. Là, à moins que la rue Sainte-Victoire soit nommée comme ça en son honneur, ce dont je doute très fort, il n'y a rien dans le coin qui rend hommage à cette femme hors du commun. Place à notre matrimoine avec l'histoire incroyable des bottines de Victoire Dussault. Souvent, on présente Victoire Dussault comme étant la première à exercer le métier de cordonnière dans l'histoire du Québec. Puis, ça, c'est semi-vrai, en fait. Parce qu'à travers mes lectures, notamment du tome 2 de Ma voisine dérange, de Michel Gélina, on se rend compte que le métier de cordonnier, c'est oui, majoritairement des hommes qui l'occupent, mais il n'y a pas juste des messieurs. Faut comprendre que le travail du cuir, ça fait longtemps que ça existe ici. Je veux dire, là, c'est pas arrivé avec les premiers Blancs, cette affaire-là. Les Autochtones modelaient déjà les peaux d'animaux pour confectionner des vêtements, des chaussures, des raquettes, là, name it, là, bien avant l'arrivée des Européens. Dans les premiers temps de la colonie française, les colons ont commencé à tanner et à travailler le cuir. C'est d'ailleurs une des plus vieilles industries à opérer ici. Il faut dire aussi que les métiers du cuir, ce qui englobe là, tout ce qui a trait au travail de la peau animale, étaient beaucoup plus accessibles ici que sur le vieux continent. En France, chaque étape du travail du cuir a un métier et est régie par les corporations de métiers. Ça fait plein de jobs différents, organisés chacun de son bord. Ici, on a fait ça simple. On a 2 catégories un peu fourre-tout. Pourquoi faire compliqué, me direz-vous? Ce qui fait qu'on a d'un côté la gang qui transforme la peau animale en cuir et de l'autre, celle qui travaille le cuir pour en faire un produit fini. Pour la petite information triviale, là, sur le vieux continent, on pouvait jadis aussi parler de sabatier pour ceux qui raccommodaient les vieux souliers et de cordonnier pour ceux qui fabriquaient les belles chaussures. Quand mes semelles font flip flap flop, quand mes petits pieds font aïe aïe aïe, bon cordonnier t'es là. Avec cet extrait-là, je sens que j'ai touché la petite fibre nostalgique de certaines personnes. Quoi de mieux comme entrée en matière que passe-partout? Pour mon problème t'as En ce qui concerne la cordonnerie, on apprend le métier grâce aux maîtres cordonniers qui enseignent aux apprentis. Et selon le défunt Musée virtuel du Canada, à l'époque de la Nouvelle-France, certaines femmes ont appris et même exercé le métier de cordonnière. Il était pas rare de voir des femmes de cordonniers aussi donner un coup de main à leur mari. Ce qu'on a appelé parfois des faiseuses de souliers, bref, il y en a eu. On a pu voir dans certains registres ce titre-là à côté des noms de femmes au 19e siècle notamment. Par exemple, en 1819, lors de la mention de son décès, Marguerite Desparois, dit Champagne, se fait appeler la faiseuse de souliers et elle habitait à Montréal. Toujours à Montréal, on a aussi la cordonnière Angélique Leheux, dit La Tulipe. Angélique était reconnue non seulement pour son expertise de cordonnière par les Montréalais et les Montréalaises, mais aussi comme enseignante du métier de cordonnière à des apprentis. Puis des cordonnières comme ça, il y en a eu d'autres ailleurs au Québec au 19e siècle.
Le côté rural ou le contexte de colonisation du territoire oblige. On fait pas mal tout soi-même ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu sais. Comme à l'île d'Orléans, à Saint-Stanislas, en Mauricie, ou même dans Bellechasse. D'ailleurs, dans ce coin-là, on parle d'un métier passé de grand-mère en fille chez les Guillemettes. Par contre, souvent, ce sont des familles qui sont dans des situations assez précaires, merci, ou bien des veuves qui s'occupent de ce job-là. Revenons maintenant à Victoire Dussault. Mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes amours. Victoire est née en 1845 à Yamachiche, sur le chemin de la rivière Auglaise, en Mauricie. Père agriculteur, mère qui, en plus des travaux de la ferme, puis des travaux à la maison, puis de toute cette charge mentale-là, occupe un autre titre, soit celui de chapelière, métier qu'elle a appris de sa mère à elle. Les parents de Victoire veulent un bel avenir pour leur belle Victoire. Ça va de soi. C'est pourquoi ils l'inscrivent au couvent qu'elle a quitté à l'âge de 16 ans. Son père, foudrage, rêvait qu'elle devienne institutrice avant son mariage. Mettez vos bottes, vos manteaux, et on se reverra lundi. Puis toi, Joachim Crête, tu m'apporteras une composition belle ligne sur le respect quand tu reviendras. Avec des adverbes! Mais Victoire, elle, voulait autre chose. C'est que depuis qu'elle est jeune, elle passe son temps libre avec son grand-père dans son atelier de cordonnier. Il lui montre ce qu'il fait, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Il lui donne même des petites tâches ici et là. Et c'est ça que Victoire veut faire plus tard, être cordonnière. Wopalaï, que ça faisait pas l'affaire de sa famille, hein? Mais elle a la tête dure puis la fibre entrepreneuriale, la jeune Victoire. C'est pas parce que c'est un milieu majoritairement composé de monsieur puis que tout le monde est contre elle qu'elle va pas foncer tête première dans ce défi-là. Puis quand je dis foncer, là, c'est qu'elle restera pas dans les sentiers battus de la cordonnerie rurale. Là. Elle va pas juste retravailler des chaussures. Victoire a le don de l'innovation, du nouveau. Elle aime le beau. Victoire n'a pas envie de juste reproduire des modèles existants comme font les cordonniers ruraux. Non. Elle crée véritablement de nouveaux modèles plus fins, plus raffinés, comme ceux qu'on peut retrouver dans Granville, mettons. Et puis ça fait pas l'affaire des gens du coin qui voient non seulement d'un mauvais œil là, qu'une femme jeune en plus et pas mariée, oh là là, occupe un métier de monsieur, mais en plus de ça, qu'elle crée des affaires qui sont à leurs yeux complètement inutiles. On comprend donc que ça n'a pas été facile dès le début là, pour Victoire Dussault. En 1873, elle se marie avec son jeune voisin de 10 ans, son cadet. Victoire a 28 ans, lui, il en a 18. Et comme c'était pas assez là, que son métier faisait jaser, ce mariage-là aussi a pas mal fait jaser dans la région parce que ça se faisait pas de marier quelqu'un de 10 ans ton cadet. Surtout quand t'es la femme puis que t'es plus vieille, mettons. Mais rapidement, les deux vont faire fi de ça et vont non seulement devenir des partenaires de vie, mais également des partenaires d'affaires. Elle crée et lui va commercer. Malheureusement pour Victoire, c'est une époque où les femmes restent dans l'ombre encore plus que jamais. Son nom est effacé des créations au profit de celui de son mari. N'en demeure que ses créations rencontrent un succès incroyable. Ça fait sensation. Ce qui fait qu'en 1890, la famille déménage à Maisonneuve. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Toujours voir plus grand. Elle y ouvre avec son mari une manufacture de chaussures. Cordonnerie Dufresne et Pellerin et finalement la Dufresne & Locke. Victoire administre, est propriétaire aussi de cette industrie-là, au grand dam des messieurs de l'époque qui préféraient faire affaire avec son mari. À cette étape-là de sa vie, Victoire fabrique plus vraiment les chaussures. Elle ne fait que créer des modèles. Des modèles qui vont voyager à travers le monde, États-Unis, Europe, Afrique, Orient. Après avoir fait fructifier les affaires, la famille de Victoire est, disons, très très bien placée dans la société de l'époque. Financement parlant, socialement parlant et politiquement parlant.
Victoire Dussault décède d'un cancer en 1908. Certains attribuent la richesse, là, mais également le positionnement familial qui va en découler au mari de Victoire. Puis, tu sais, c'est vrai, là, qu'il y est pour quelque chose. Je veux dire, à l'époque, là, t'as bien beau être la femme la plus hot et badass du monde, c'est pas avec toi qu'on va faire des affaires puis à qui on va serrer la main pour bâtir des projets, mettons. Mais dans le fond, vraiment, là, historiquement parlant, c'est elle qui est derrière tout ça. On a complètement oublié Victoire dans l'histoire alors que c'était elle, comme je vous disais, la propriétaire principale de la manufacture, tu sais, est derrière une des plus grandes richesses familiales de l'époque. Puis je vous disais qu'à Yamachiche, il n'y a rien qui lui rend hommage, mais au moins à Montréal, il y a une promenade à son nom entre la rue Bennett et la rue Viault dans l'arrondissement de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve. Puis on parle d'elle un peu aussi au Château du Frêne. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Peut-être qu'elle n'est pas véritablement la première cordonnière de l'histoire du Québec, mais elle est assurément celle qui a amené son métier à un autre niveau. Tout ça pour dire que Victoire est partie de rien, avec pas grand-chose. Elle a écouté sa tête de cochon, puis son grand cœur. Elle a su innover, puis faire son chemin pendant que le 3/4 des gens croyaient pas en elle, puis ont même essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça, là, une détermination comme ça, c'est traité madame. Aller à l'encontre de ce que la société te dicte de faire. Braver toutes les tempêtes, puis continuer. Continuer de bouleverser les mœurs. Continuer de marcher son chemin. Continuer de s'écouter. Puis quand je pense à ça, il y a une phrase qui me revient en tête quand je pense justement à sa détermination. Puis ça, ma mère me le disait souvent, mais pas pour les mêmes raisons, je pense. Ostine bottine, t'auras pas mon cordon. Parce qu'il y a personne qui a réussi à avoir le cordon de Victoire Dussault. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. À l'idéation de Team Madame, à la recherche, à la rédaction, scénarisation, narration, animation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.